Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Esprit Rugby, même si on aurait bien préféré vous accueillir avec un grand sourire ici. Pas de miracle du côté du FCG, qui donc s'est incliné à Brive en Access Match et descend en Pro D2. On va en parler avec notre expert Nicolas Carmona, ancien ailier du FCG. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va, ma foi. Oui. Après, oui, on était très positif la semaine dernière, mercredi dernier. Et voilà, après, le match est arrivé dimanche. Et c'est vrai que voilà, ça a été un peu difficile, mais c'est le sport aussi, donc on va essayer d'en parler un petit peu. Ouais. Oui, on va analyser un petit peu tout ceci ensemble. Et notamment retourner à Brive. Voilà comment ça s'est passé. Le coup de massue qui vient enterrer la saison du FCG et le fait chuter jusqu'en Pro D2. Le pari est perdu pour les rugbymen grenoblois qui laissent filer à Brive la dernière occasion de se maintenir en top 14. Une pilule très amère pour un groupe battu et abattu comme l'ancien briviste Gaëtan Germain. Ah, c'est la loi du sport. Il y a des moments c'est bien, il y a des moments c'est pas bien, mais là c'est dur. Et puis voilà. Là, je suis très triste, mais avec du recul, je serais content quand même pour les copains du CAB et puis pour ce club, cette ville. Voilà, j'y suis très attaché et je suis content pour eux. Et pourtant, personne n'est vraiment surpris. Cette défaite s'inscrit dans la logique de la saison où le FCG, toujours à la peine, n'a jamais convaincu, contrairement à Brive, en tête de la saison régulière de Pro D2. Mais ce qui laisse des regrets, c'est la manière, car il y avait la place, tant sur la saison que sur le match, où si souvent les Grenoblois pouvaient reprendre l'avantage. Mais ici encore, des petites erreurs invalides, 2 essais, et rappellent l'ascenseur émotionnel. On croit qu'on marque sur le porté, on ne marque pas. Après première mi-temps, on croit qu'il y a essai, mais il y a un en avant. Donc voilà, dans les petits détails, on fait que Brive a remporté ce match. On aurait pu mener quand même 13-0. Et à 13-0, avec une équipe qui a déjà pris un gros coup sur la tête la semaine dernière en perdant la finale. Nous, ça nous donnait une autre dynamique, ça éteignait un petit peu les supporters aussi. Et je pense qu'ils auront le match, il y aurait eu un scénario certainement différent. Et avec Dessy, on refait toute la saison, toutes les saisons. Le FCG navigue entre top 14 et Pro D2 depuis 3 ans. Dur pour les nerfs. Il va falloir digérer. Heureusement qu'on a les vacances. Mais on va revenir. On va revenir et on va faire quelque chose en Pro D2. Avec qui, avec quels moyens, les questions déferlent comme les larmes à leurs yeux. Symbole aussi de la détermination de tout un club à ne pas en rester là. Vous l'avez fait. Difficile à revoir quand on aime ce club et quand on aime le rugby. Ce match qui laisse beaucoup de regrets. Des regrets d'abord sur le comportement aussi de ce FCG. Pourquoi le FCG a perdu? On regarde tout de suite ici. Beaucoup de fautes. Une équipe quand même fébrile aussi. Peut-être un peu hésitante, qui avait peur de l'enjeu. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions. Après, voilà, c'est des matchs couperés, on l'a dit la semaine dernière, c'est des matchs qui vont être à 50-50. Après, il y avait le contexte de jouer chez eux. On savait qu'après le match de l'année dernière à Grenoble contre Oyonnax, on savait que le contexte allait être particulier. Donc voilà, il y a eu ces imprécisions, ces précipitations, comme on voit là, Lilian qui laisse échapper ce ballon. Voilà, après ça a été un peu de précipitation. Il a tellement de difficultés à se faire des passes coordonnées. Oui, efficaces. après c'est vrai que sur les repères, ils les ont et ça c'est bossé des heures et des heures, mais sur ce match-là, ça n'a pas voulu sourire, comme je disais, un peu de précipitation, des petites fautes de main, des petites erreurs qui font que la défense se met en place et que c'est de plus en plus difficile après de déstabiliser les défenses et de marquer des essais.
Cela dit, on peut être déstabilisé aussi quand le jeu ne va pas non plus dans notre sens. Par exemple, ça aurait pu se passer différemment sur ce match. En tout cas, le FCG a donc marqué des essais qui ont été refusés. Alors, a priori, il n'y a pas de contestation sur celui-ci notamment, même si on y a tous cru. 6-0 tout de même, hein. On est à peu près à 20 minutes de match. Ici, on a tous cru que l'essai pouvait être valable. Ça aurait fait 13-0. Donc, la contestation, elle est ici. Hein. Hop, voilà, le ballon qui balbutie ici, un petit en avant. Il y a le pied du Grenoblois qui relève le ballon. Après, voilà. Est-ce qu'il le touche vraiment? Est-ce qu'il ne le touche pas? Mais c'est vrai que si Lilian la touche de... C'est pas... Voilà, il a les mains dessus, il y a le pied qui gêne. Voilà, on peut considérer qu'il est en avant quand même, mais... Voilà, c'est vrai que ça aurait pu être très bien pour les Grenoblois parce qu'on avait dit que le début de match allait être très très important. Et avec ces là aussi, il n'y a que 21-12. Avec les 6-0 et puis après marquant en essai, c'est sûr que ça mettait vraiment les Grenoblois sur orbite pour après voilà, il y a 2 joueurs qui se détachent. Après c'est l'appréciation de l'arbitre, mais c'est vrai que vu les images avec 2 joueurs qui sont pas forcément liés et qui sont devant, c'est une faute, c'est un écran. Alors, on l'écoute d'ailleurs. Voilà, se désaxe. À partir du moment où elle est désaxée, ce n'est plus le même môle. Il considère que c'est pas le même môle. Il ne l'est pas, donc c'est une position de hors-jeu. Dans ce cas-là, je ne peux accorder l'essai et je reviendrai à une pénalité contre vous. Donc c'est bien l'appréciation, en l'occurrence, c'est pas contestable, bien sûr. Après, si il considère que c'est le même môle, c'est pas le même règlement, mais là, le môle se désaxe. L'arbitre considère que ce n'est pas le même môle et on voit clairement sur l'image qu'il y a 2 joueurs grenoblois qui sont un petit peu détachés, donc du coup qui empêchent concrètement les brivistes de défendre et de marquer l'essai. Donc c'est une faute, c'est hors-jeu comme il le dit. Oui, un carré où il n'y a rien qui se passe au milieu, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà pour les essais refusés du côté grenoblois qui néanmoins auraient pu changer peut-être le cours des choses. 3 essais du côté de Brive. Alors c'est là aussi que ça devient intéressant. Encore une fois, ce n'est pas injuste évidemment cette victoire de Brive. On ne peut absolument pas dire que Brive ne méritait pas de gagner. Et pour moi, il n'y avait absolument pas photo, pour tous les experts non plus d'ailleurs. Hein. Vraiment, ce match, Brive méritait de le gagner. Brive sur l'ensemble de la saison, Brive premier quand même de toute la saison régulière. C'est Brive qui devait monter, il n'y a absolument pas photo. Ça aurait été terriblement injuste. Mais n'empêche, si on chipote un petit peu, alors là, il y a un essai, puis vraiment une très très belle attaque de ces brivistes. Mais une petite contestation quand même de la part des Grenoblois. L'essai, alors on va revoir, hein, il part de là, voilà. On peut considérer qu'il y a sur la première passe. Alors on va revoir ça au ralenti, hop, clairement. Quand même, c'est clairement en avant ça. Voilà, clairement il y a l'appréciation de l'arbitre tout à l'heure d'un hors-jeu, là clairement, en plus il y avait la vidéo sur ce match, donc c'est vrai qu'il y a un en avant de passe, les mains vont vers l'avant, le ballon va vers l'avant, donc on peut considérer qu'il y a un en avant. Après Grenoble mène à ce moment-là, donc... Ce sont ces petites choses qui peuvent changer. C'est des faits de match et des détails qui font que, comme les petites erreurs des Grenoblois, là, ça aurait pu être un essai refusé. Donc voilà, c'est plein de détails qui se jouent dans un match de 80 minutes. Et qui jouent sur le comportement des joueurs après par la suite. On revoit le 3e essai aussi, le 3e essai de Brive. En tout cas, c'est absolument pas flagrant et ça, c'est discuté aussi. Donc il est ici, il y a 14-12. 14-12 à 40 en début de deuxième mi-temps. Encore une fois, le match n'est pas joué. C'est encore des faits importants du match. Ouais. Tout à fait. Chacun a sa place. En l'occurrence, Brive a les nerfs et va marquer. C'est superbement fait, d'ailleurs, cette action ici, tout ce mouvement. Donc voilà, Grenoble qui peut très très difficilement défendre. Et voilà cet essai plongé sous les poteaux. Donc voilà, c'est ici. Ouais, c'est au départ. Alors. Pas facile, avec l'axe des caméras, là, c'est opposé. Alors, en avant ou pas en avant? Avec la vitesse, c'est un peu moins flagrant que l'autre, mais voilà, ça peut être aussi regarder correctement la vidéo et ça peut être aussi un fait de match qui fait que à 14-12 encore, à 6-0 au début du match et là à 14-12 en début de deuxième mi-temps. C'est des faits de match qui font que ça favorise pas aussi, comme tu disais, dans la tête, les Grenoblois à rester dans le match. C'est des faits de match et après les arbitres ont pris leur décision sur ce match-là. Mais voilà, après tout se joue sur 80 minutes comme je disais.
Et voilà, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'engagement, comme on l'a dit, il y a plein de choses. Il y a 2 équipes qui veulent voilà, ce top 14 et qui veulent, une qui veut y rester et une qui veut y accéder. Et à l'arrivée, ben, voilà, tout se joue sur 80 minutes. Et donc, une saison est longue, mais 80 minutes, ça passe vite. Donc, les détails comptent. Quand c'est serré, ça voilà, compte. Ça compte. Tous sûr. Les détails comptent. Donc, il faut soit s'imposer vraiment et bombarder plutôt que. Voilà, il faut être plus fort que l'adversaire. Sur le facteur chance ou une décision arbitrale. Voilà, parce que quand c'est serré au score, justement, c'est ce match, mais c'est plein d'autres. Hein. Il y a des décisions d'arbitrage qui sont prises pour Grenoble, pour d'autres équipes, voilà, dans d'autres matchs, dans d'autres divisions. Et c'est vrai que oui, ça peut faire basculer un match, mais voilà, si on avait été peut-être un peu plus loin au score, peut-être qu'on aurait moins parlé de ces détails et de ces petits en avant. Oui, voilà, mais c'est le top 14. En tout cas, là, c'était un entre-deux. Et on sait que parfois, le championnat est tellement dur que... les détails aussi, ça compte quand même. En tout cas, beaucoup de tristesse du côté de ce FCG, car on peut nourrir des regrets à la fois, bien sûr, sur ce match, mais aussi sur l'ensemble de la saison. Ça s'est parfois joué à quelques détails. Le FCG n'a pas gagné son pari, n'a pas été à la hauteur. Non, concrètement, sur la saison, voilà, si on a fini avant-dernier, c'est qu'il y a des raisons. Donc, voilà, après... je pense qu'il y a quand même beaucoup de matchs perdus de très peu, de 7 points, voire moins. Donc on en comptabilise 8 et 2 matchs nuls. Donc pour parler du match nul contre Clermont, ils étaient venus avec une équipe un peu bis et on aurait pu gagner ce match. À Agen, on fait le nul, bon à la fin, mais vu la physionomie du match, on méritait quand même de ramener mieux. Et après, voilà, 8 matchs, dont celui du Loup, bon, qui était un peu obsolète parce que, comme on disait, il n'y avait plus d'enjeu à ce moment-là. Mais c'est un match qui a été perdu à la dernière minute. Oui, puis c'était quand même un match d'entraînement presque. Voilà, il y a eu le match du Racing où avec, je pense, une gestion de match un peu meilleure. On revient avec la victoire du Racing. Donc c'était voilà, il y a eu La Rochelle, il y a sur un geste en fin de match. Voilà, il y a eu 8 matchs avec des défaites de moins de 8 points. Donc, 1 ou 2 matchs de plus durant la saison nous aurait mis beaucoup plus au contact d'Agen et de pouvoir mentalement aussi être beaucoup plus, avoir beaucoup plus de confiance et rester au contact. Et pourquoi pas après, parce qu'à un moment donné, on aurait même pu, il y a Pau qui a fait une première partie de saison qui était très mauvaise. Et si on avait pu gagner 1 ou 2 matchs de plus, concrètement, on était même au contact de Pau. Donc ça aurait pu faire une bataille à 3 pour une place, parce que bon, Perpignan a été relégué dernier assez rapidement et a eu du mal, mais ça aurait pu faire une bataille à 3 au lieu de faire une bataille à 2. Et je pense que ça aurait été différent mentalement, parce que ça aurait pu mettre le doute aux Palois. Rester au contact des Agenais, pareil, voilà, leur mettre un peu plus le doute. Et les Grenoblois leur donner beaucoup plus de confiance pour aborder les matchs, etc. Pour peut-être ces matchs perdus de peu, et ben voilà, avoir plus de confiance et de mental pour basculer et que ça, voilà, comme on dit, c'est les détails, mais que les détails basculent positivement pour les Grenoblois. Donc voilà. Cela dit, ce dernier match contre Agen, cette réception qui était très importante, on ne peut pas dire qu'ici c'était du détail. C'est très symptomatique finalement cette descente-là. C'est que cette équipe de Grenoble n'a pas du tout été à la hauteur, a raté complètement son match contre Agen. Donc c'est ici qu'on voit aussi si une équipe est solide ou pas et si elle va rester en top 14. Voilà, c'est ça. C'est à l'image du match contre Brive aussi, parce que c'est des matchs à enjeu, c'est des matchs à tension. Match important, pardon. Et contre Agen, concrètement, oui, on est passé à côté. Et les Agenais ont fait le match qu'il fallait, le match parfait à l'extérieur, le match de la peur, le match du maintien. On peut l'appeler de toutes les manières. Ils ont fait les choses et ils ont répondu présent. Et ce jour-là, les Grenoblois ont peut-être aussi été un peu bloqués par la pression et par ce match à enjeu où il fallait tout donner encore une fois, mais je pense qu'ils donnent tout, mais les Agenais ont fait le match qu'il fallait et nous on est restés dans cette spirale négative et voilà, ça a été je pense quand même un gros coup sur la tête. On parlait du gros coup sur la tête aux brivistes sur le match contre Bayonne, mais ça a été quand même, je pense, pas été évident pour les joueurs de le digérer, parce que tout le monde savait que c'était un match important et on n'a pas répondu présent et perdre 29-11
chez soi, c'est compliqué Et à contre digérer. son concurrent direct. Voilà, en c'est plus. ça. Alors, on va être très transparent. Bien sûr, on a contacté la direction du FCG. Bien sûr, on a contacté toutes les personnes qui auraient pu nous en dire plus sur qu'est-ce qu'il va se passer à présent. Évidemment, c'est trop tôt puisque la direction ne sait pas, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Tout est en train de se produire. Qui va rester, qui va partir. Même les joueurs sans clause, on va dire, ne sont pas certains de rester. On imagine que tous les grands clubs qui pourtant ont bien bouclé, enfin non pas bouclé leur recrutement, mais en tout cas ont bien avancé le recrutement, ont ici l'opportunité de prendre les meilleurs potentiels du côté de Grenoble. Donc tout peut se produire et la direction ne peut pas s'exprimer tant que les éléments ne sont pas tangibles. Et bien sûr, Michel Martinez et Eric Pilot promettent de vous donner toutes les informations dans Esprit Rugby sur une prochaine fois. Pareil, les éléments pour lancer la campagne d'abonnement, on ne les a pas. Donc, il faut aussi leur laisser le temps de négocier, de discuter et pour pouvoir, bien sûr, préparer la meilleure saison possible pour l'année prochaine. Peut-être pour les 2 ans à venir, d'ailleurs. Dival Sénécal nous disait, on va se donner 2 ans pour ressouder, refonder vraiment un collectif et prétendre à vraiment s'installer dans le top 14. On sait que c'est compliqué l'ascenseur. Une descente, c'est très compliqué à gérer mentalement, administrativement, comptablement au niveau des joueurs, les départs, les arrivées. Mais une descente, c'est il faut réussir à stabiliser et le club et l'effectif parce que c'est très important. Il y a les finances, il y a beaucoup de choses à revoir parce que tout est différent quand on descend. Le sponsoring, les joueurs qui sont aussi, c'est un peu moins attractif aussi de jouer en Pro D2. Mais il est là le paradoxe, non Nicolas? Parce que c'est vrai que forcément, moins de visibilité en Pro D2, donc ça coûte moins cher de soutenir le FCG pour les partenaires. Or, c'est justement à ce moment-là qu'on a besoin peut-être de plus de soutien, de plus de finances pour pouvoir construire une équipe plus performante en top 14, pour pouvoir remonter. Carrément, surtout que la Pro D2, on voit que le niveau monte d'année en année. Donc c'est vraiment l'antichambre du top 14. Donc on va retrouver des équipes qui seront costauds, qui sont joueuses, qui seront complètes. Donc après, oui, sur 2 ans, ça peut être raisonnable de le gérer. Mais après, moins on restera en Pro D2, mieux ce sera. Parce qu'après, on va dire 1 an, 2 ans pour reconstruire, évidemment. Mais après, si on y reste 3, 4, 5 saisons, c'est vrai qu'après, on a tendance à rester un peu dans ce ventre mou de Pro D2. Et après, c'est de plus en plus difficile de monter. Donc, il faut réussir à restructurer, à mobiliser tout le monde, que les partenaires répondent présents, que les joueurs un maximum restent, même s'il y aura certainement beaucoup de joueurs, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs à Grenoble qui seront appelés par d'autres clubs. Mais et ça, on peut absolument rien dire encore. Vraiment tout reste possible. On a vu ici Loïc Godener qui a dit on va remonter, on va y arriver, on va le faire. Bien sûr qu'il a cette volonté, ça on peut le dire. Il a vraiment la volonté de rester à Grenoble. Il s'y sent très bien et c'est un club vraiment qui lui va bien. Mais tout est possible, encore une fois. Tout est possible. Et on peut absolument pas présager de ce qui va se passer, bien évidemment. Et on aura bien sûr toutes les informations par la voie officielle. Ce qui est sûr, c'est que le club travaille. Personne ne peut dire le contraire. Alors là, sur ces images d'entraînement, d'ailleurs, qu'on va pouvoir revoir, il y a... ça, c'était les images de la saison. Quand on disait que c'était râpé, voilà. Vous voyez ce centre d'entraînement là-bas derrière? Il est désossé pour l'instant. En tout cas, dépecé même, on peut dire. La structure est en train d'être refaite. C'était une tente dans laquelle il faisait très chaud en été, très froid en hiver. Donc tout est en train de se refaire pour avoir un centre un petit peu plus adapté aux exigences de ce championnat, aussi bien de la D2 que du top 14. Les partenaires travaillent, les actionnaires travaillent. Donc il y a vraiment un FCG qui est en train de se refonder vraiment de l'intérieur. Ça prend aussi du temps et parfois peut-être qu'il faut passer par cet ascenseur-là, le temps de se reconstruire. Oui, de toute façon, après, toutes les saisons sont difficiles. C'est vrai qu'on est remonté seulement cette année. Donc on redescend en Pro D2 l'année suivante. Donc on voit l'exigence du rugby de haut niveau. Donc de reconstruire, ça peut être un mal pour un bien, on va dire. Et de repartir sur avec des bases peut-être plus saines, changer aussi un peu l'effectif, parce que de toute façon il va changer, ça c'est une certitude. Donc comme tu disais, on aura des nouvelles rapidement ou pas, mais bon, il faut leur laisser quand même le temps de travailler, parce que comme on disait, que ce soit administrativement,
sportivement, même au niveau du sponsoring, c'est du boulot. C'est ça, il faut des certitudes. Voilà, on ne peut pas communiquer tant tout est. Il faut vraiment faire les choses bien et il vaut mieux qu'ils prennent un peu de temps pour pouvoir stabiliser et puis annoncer des choses positives pour la suite. Moi, je reviens vers ton expérience. On se souvient que tu as joué. Alors, tu es passé par des descentes, des remontées, des redescentes. Voilà, tu faisais partie de cet effectif en 2001. Alors déjà, top 16. Ouais. Et oui, c'est ça, top 16 qui était descendu en Pro D2 et avec tous ces jeunes, avec Vincent Clerc, avec Geoffroy Messina, Damien Minassian, Johan Autier, voilà. Enfin tous des jeunes, vraiment des jeunes de la région. Hein. On est tous d'ici. Hein. On est passé par le centre de formation ensemble, par les équipes de jeunes à Grenoble. Et la malchance du club a été de descendre cette année-là. Et notre chance à nous, ça a été qu'ils nous fassent confiance. Donc on avait fait cette saison en Pro D2 en 2001-2002. 2001-2002. Avec Jacques Delmas. Avec Jacques Delmas, entraîneur, qui restait 3 ans avec nous. C'est ça, il y avait Gwendal Olivier. Voilà, il y avait David Dussert, qui est encore au club d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, beaucoup de joueurs issus de la région, de la formation régionale, et qui sont passés du coup par le centre de formation et les équipes de jeunes à Grenoble. Comme l'année dernière. C'est ça, mais du coup, nous, on avait eu, avec des renforts aussi de qualité, avec Daniel Braun, avec Brian Liebenberg, Emiliano Mulieri, qui était un Argentin aussi, qui jouait à l'aile un petit peu. Donc voilà, on avait encore Marc Bill. Non, il était venu l'année d'après. L'année d'après, il était parti une année cette année-là. Il était parti à Bayonne cette année-là. Et c'est vrai que, on a eu la chance, nous, de jouer concrètement. Et de vous maintenir aussi les années suivantes. Voilà, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, de descendre, il faut essayer de reconstruire rapidement. Et nous, cette année-là, on avait passé un début de saison difficile parce que le niveau de Pro D2 était déjà bien élevé. Mais en deuxième partie de saison, on avait su... c'était vraiment une bande de copains. On vivait bien ensemble. On a passé une saison super et c'est vrai que ça a porté ses fruits sur la fin de saison car on avait enchaîné 13 victoires de suite, ce qui fait qu'on avait rattrapé Brive et on était passé deuxième du championnat. Oui, cela dit, Vincent Clerc est parti, Damien Minassian, petit à petit, on vous a vu partir aussi. C'est vrai que si on est un peu naïf, on regarde le collectif, les jeunes, les espoirs d'il y a 2-3 ans, Aliouz, Kylian Gerassi, c'est des départs aussi. Capelli, c'est Étienne Fourcade, Gervier Cordin qui est arrivé ici, Loïc Baradel, ce sont vraiment des jeunes. Aujourd'hui, si on est un petit peu naïf, on peut se dire le club peut aussi fabriquer ses stars et les faire jouer ensemble. C'est sûr que la formation, ça fait partie du trésor et des pépites de chaque club. Mais le plus dur, c'est de les garder et beaucoup de clubs, on va dire... les appels et il y a la sonnette d'alarme du financier malheureusement qui des fois fait la différence. Des plans de carrière. Voilà, Grenoble a un bon budget mais c'est pas les plus gros budgets donc quand des grands clubs appellent avec des grosses propositions, ça fait ou tourner la tête à certains joueurs ou réfléchir un petit peu. Après le plus important comme on le disait, s'ils partent personnellement pour leur carrière sportive, il faut qu'ils jouent et le plus important c'est d'être sur le terrain parce que arriver dans un club, on va dire, en ayant une proposition financière intéressante, c'est bien. Mais si on passe toute l'année sur le banc, je pense que le sport de haut niveau demande à être sur le terrain et prendre du plaisir. Donc, c'est le plus important. Tout à fait. On a une pensée pour les Grenoblois, Fabien Alexandre, Lucas Dupont aussi. Qui ont fait rêver aussi les Grenoblois. Oui, grave. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'ils seront encore là l'an prochain? On ne sait pas, on n'a aucune certitude. Mais ce club a des ressources et on sera là, bien sûr, la saison prochaine avec toi pour en parler toutes les semaines avec toujours autant de passion et de soutien pour ce club aussi qui le mérite. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Merci, Nicolas. Lucille. On te retrouve très vite. Très vite, à très bientôt. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.